Bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette troisième vidéo de tourisme avec Kimberly Bustos. Nous allons aujourd'hui découvrir justement plusieurs mots-clés, encore une fois, qui vont vous permettre de justement mieux travailler, mieux comprendre toute la terminologie nécessaire pour pouvoir un jour travailler dans le tourisme, que ce soit en tant que réceptionniste, en tant que guide, en tant qu'une personne qui fait des transferts. C'est pas grave, même si c'est dans la logistique, ça va vous servir. Et bienvenue. Donc, on donne la suite à la vidéo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi ça sert le tourisme? Le tourisme, c'est lorsqu'on part ailleurs, un certain temps, se reposer, s'amuser, visiter. Pendant longtemps, seules les personnes les plus riches en ont eu les moyens. Mais désormais, des millions de terriens sillonnent le monde. Du pôle Nord au Sahara, de New York aux îles du Pacifique. Le tourisme est ainsi devenu une activité en plein développement. Normal, il rapporte de l'argent et pousse les pays à se moderniser en construisant des routes, des gares, des aéroports. Le tourisme donne aussi du travail à des millions de personnes, dans les hôtels, les restaurants, les loisirs, les transports. Pour les pays pauvres, il est parfois la seule activité qui apporte des ressources et crée des emplois. Mais dans certains endroits, le tourisme est devenu si envahissant qu'il est plus un problème qu'une solution. Les habitants ont du mal à se loger, car les maisons sont louées aux vacanciers. Les sites sont piétinés, les poubelles débordent. Certains pays réagissent. En Italie, les paquebots n'auront bientôt plus le droit de rentrer dans le centre historique de Venise. On voit aussi apparaître un tourisme plus responsable, qui encourage une autre façon de voyager. Le visiteur s'engage à préserver la nature, à échanger avec la population, à participer à certains travaux. Car favoriser le partage et créer des solidarités, c'est aussi à cela que le tourisme doit servir. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous, et nous, on y répond. À quoi ça sert? Alors, nous l'avons découvert justement grâce à la petite vidéo de Un jour, une question. Nous avons découvert que le tourisme, ça sert justement à créer des milliers et des milliers d'emplois et que cette activité va avoir justement des impacts, que ça va avoir aussi des conséquences justement des choses positives et des choses négatives. Mais pour mieux comprendre tout ceci, je vous propose justement d'acquérir le vocabulaire nécessaire. Donc, quand on parle de tourisme, on pense tout de suite à un mot qui nous vient en tête, c'est-à-dire l'hôtellerie. Il s'agit justement d'un secteur complexe qui évolue rapidement et pour maîtriser ce vocabulaire, justement, ce qui est l'hôtellerie, on va voir au fur et à mesure quelques mots qui vont justement nous aider, à clarifier justement si on a des doutes. Et il faut se dire que ce vocabulaire, que tous ces mots clairs, que toutes ces définitions vont justement changer avec le temps, qu'il faudra avoir une mise à jour régulière et une bonne connaissance des termes anglophones pour mieux comprendre tout ce qui est le vocabulaire de l'hôtellerie. Dans ce qui concerne la restauration, oui, si vous souhaitez travailler dans le domaine du tourisme, que ce soit en tant que serveur, cuisinier ou même justement ouvrir votre propre restaurant et accueillir des personnes francophones, il est important de connaître tout ce qui est le vocabulaire de la restauration. Et oui, justement, dans le tourisme, on fait également des réservations. Donc, que vous soyez un professionnel du front desk d'un hôtel, une personne réceptionniste, ou justement un travel manager, un agent de voyage, la connaissance de certaines phrases en français peuvent s'avérer justement indispensables dans le monde de réservation. Bien sûr, il y a une partie qu'on ne peut pas négliger, il s'agit de comment répondre à des réclamations, comment justement, quels mots utiliser pour mieux aider le touriste, parce que oui, dans le tourisme, vous allez recevoir forcément des réclamations à un moment ou à l'autre, et il se peut que les choses tournent mal, c'est clair, qu'une erreur se produise et que les attentes des clients ne soient pas satisfaites. Cependant, ces soucis ne sont pas vraiment dévastateurs, il ne s'agit pas vraiment de la fin du monde, vous pouvez en profiter, vous pouvez prendre saisir cette occasion et pour mettre justement en valeur le service client et conquérir un client mécontent. Donc, pourquoi on étudie ceci? C'est important. Le champ lexical du tourisme demande utile pour se faire comprendre par vos futurs clients et pour mieux vous exprimer, va vous permettre justement d'avoir ce professionnalisme dont les voyageurs auront besoin. On le sait très bien, hein, la vie est courte et les gens veulent découvrir le monde. Donc voyager, c'est vivre, mais c'est vivre aussi avec le minimum de respect ou le maximum de respect. Au contraire, il s'agit justement de pouvoir aider les personnes qui vont recevoir un service de votre part. Commençons par exemple
avec ce qui est en toute la terminologie de l'hôtellerie. D'une manière générale, un hôtel est justement un bâtiment ou un établissement géré qui offre aux clients un endroit où passer la nuit en échange de l'argent. C'est-à-dire on paye une nuit et on va se loger quelque part. Les caractéristiques et les services précis fournis aux clients peuvent varier considérablement d'un hôtel à l'autre. Ça, on l'avait vu dans la première vidéo et on avait dit justement que Costa Rica offre une infrastructure justement de haute qualité. Les hôteliers visent justement à attirer un type particulier de clientèle via leur modèle tarifaire et ils ont une stratégie de marketing ou via la gamme de services qu'ils vont proposer. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Par exemple, il existe au Costa Rica et ailleurs dans le monde des hôtels all inclusifs. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire des hôtels qui vont offrir une pension complète, une formule proposée par certains hôtels où tout est inclus dans le tarif séjour, à l'exception bien sûr des activités, plusieurs activités ou des quelques boissons alcoolisées. Donc, c'est-à-dire, vous restez dans un endroit, par exemple, dans une chaîne hôtelière, il y en a beaucoup à Guanacaste, il y en a plusieurs à Jaco, et quand vous restez soit à Tortuguero, soit à Busaï, Corcovado, donc les endroits les plus éloignés, ils vont proposer une pension complète parce que c'est beaucoup plus facile pour les personnes de rester dans le même hôtel, de se dire on a la facilité de manger et c'est justement un type d'hôtel qui va attirer principalement les familles. Quand on a d'enfants, c'est plus difficile de prendre la voiture, d'aller loin, dans des endroits reculés, des fois il n'y a pas de transport, des fois par exemple pour aller à Tortuguero, il faudra prendre un bateau pour pouvoir se rendre dans d'autres restos. Et c'est pour ça que ces hôtels vont justement proposer ces services. Et justement, ils vont se dire, on va vous faire gagner non seulement du temps, mais aussi de tranquillité. Après, il y a le mot amenities. Il s'agit justement de tous les services, tous les produits consommables, y compris dans ceux de la chambre, et tout ce qui est mis à la disposition du client, tous les produits de salle de bain, savon, gel douche, les bouteilles d'eau, les gratuités, les bouteilles de vin par exemple. Donc c'est tout ce qu'on met justement à disposition dans une chambre, dans un hôtel, mais ce qui concerne principalement les produits. En hôtellerie, on utilise énormément le mot enregistrement, c'est-à-dire faire un check-in, faire un check-out, et ceci comprend toutes les formalités lors de l'arrivée. La réservation de petit-déj, la réservation par exemple d'un parking, la remise des clés de la chambre ou le départ de l'hôtel. Le late check-out est possible justement c'est-à-dire quand on sort un peu plus tard de la chambre. Au Costa Rica, les horaires de chambre finissent principalement quand on va se loger dans un hôtel. On peut rester jusqu'à 11h du matin, des fois jusqu'à midi, mais si on veut rester au-delà de ce temps, on devra faire un late check-out et on peut le dire au moment de l'enregistrement, dire je voudrais rester plus longtemps, ça coûte combien et donc il est important de connaître tout ceci, de savoir justement identifier les envies des touristes. Housekeeping, c'est un mot justement de l'anglais qui désigne les services de nettoyage des chambres. Il y a d'autres mots aussi, d'autres anglicismes qu'on utilise dans l'hôtellerie, par exemple l'early booking et contre le last minute. Quand on fait une réservation en ligne, on peut parfois avoir des avantages lorsque l'on réserve un séjour en amont et on va bénéficier généralement d'avantages financiers. Si on le fait à la dernière minute, il se peut que le séjour nous coûte beaucoup plus cher. Attention, il y a aussi ce qui est le no-show. C'est le mot, il semble, qui vient aussi de l'anglais. Désigne la situation où un client ne s'est pas présenté finalement au check-in et sans pour autant avoir annulé la réservation au préalable. Quand on fait un no-show, il se peut qu'on doive, ça va justement selon les régulations de chaque hôtel, s'il y a un no-show, si la personne ne se présente pas, il se peut qu'elles doivent payer le 100% de sa réservation. On a d'autres mots, c'est important, comme les arrivées, les nombres d'arrivées. Il est important de savoir qu'il s'agit de nombre de personnes sur un lieu d'hébergement pour y réaliser un séjour à des fins touristiques. On a ainsi la capacité d'accueil. Plusieurs fois, en tant que guide touristique, on me demandait à chaque fois quelle est la capacité d'accueil de l'hôtel tel, parce qu'on changeait d'hôtel tous les temps, et puis le touriste voulait savoir quelle était la totalité d'hébergement disponible sur le territoire. Donc il se peut, par exemple, que dans un hôtel
je sais pas, je vous donne un exemple comme Casitas Tenorio Bihagua de Opala, bah là, il y aura environ cette cabane. Et puis là, je pourrais dire que il y a une capacité d'accueil de une trentaine de personnes. Après, il y a aussi ce qui est le chambre d'hôte. Donc, c'est pas pareil qu'un autre hôtel, c'est un type d'hôtel où il y a une formule plus une salle de bain avec le linge, le petit déjeuner situé justement, mais tout ceci se passe chez l'habitant. On a également la consommation touristique. C'est l'ensemble de biens et de services consommés ou acquis par les touristes pendant son séjour. Et finalement, ceci arrive c'est un mot qu'on utilise beaucoup en Europe, c'est les taux d'occupation. Donc, c'est le nombre de lits qui sont occupés et divisé par le nombre de lits qui sont offerts. Donc, le nombre de lits offerts est égal à la capacité d'accueil, multiplié par le nombre de jours constituant la période étudiée. Donc, ceci, c'est plutôt à connaître lorsqu'on fait l'administration, lorsqu'on est plutôt dans la réception d'un hôtel. C'est pas aussi important pour les touristes en soi. Après, il faut passer justement, il faut se dire que les personnes francophones donnent beaucoup d'importance en ce qui concerne la restauration. Et il faut connaître le vocabulaire justement de la restauration en français, parce que ceci est essentiel pour travailler de manière efficace dans le secteur du tourisme. Donc, je vous ai préparé un tout petit peu des vocabulaires, du lexique, de la restauration sur les expressions, les termes spécifiques, mais il s'agit vraiment d'un tout petit peu, donc vous pouvez justement aller au-delà, chercher par vous-même, parce que ceci est important. D'abord, il faut connaître le type de restauration. Est-ce que le restaurant soit familieux? Est-ce que le restaurant gastronomique, est-ce qu'on sait la différence entre l'un ou l'autre? Donc les restaurants familieux, c'est ceux qui accueillent en majorité justement des familles, donc il y aura des plats en prix moins élevé, avec des plats un petit peu moins élaborés aussi pour les enfants. Donc ça attire les familles qui voyagent autour du monde et qui veulent nourrir leurs enfants sans se casser la tête, justement. Mais il y a aussi ceux qui préfèrent les restaurants gastronomiques avec des plats fusion, avec des plats plus, justement, on va dire plus élaborés. Il y a aussi la restauration rapide. Est-ce qu'on connaît la restauration rapide? Par exemple, McDonald's ou autre. Et il y a beaucoup, ce qui arrive chez nous, de restaurants à buffet. C'est-à-dire les restaurants qui ont des plats servis, dont des grands bacs, des réchauds et des bols afin que les clients se servent eux-mêmes. Ces derniers, bon, Costa Rica, on est tellement gentil qu'on sert les clients, mais ces derniers payent justement une certaine quantité, mais ils se servent de produits qu'ils veulent. Donc, on a un type de restaurant, des petits restaurants au Costa Rica qui s'appelle une soda. Dans les sodas, c'est des restaurants typiques qui vont deux fois justement offrir ce type de nourriture. Parlons d'autres mots un peu plus importants, ou pas plus importants, mais qu'il faut connaître lorsque on est dans des restaurants et que l'on travaille dans le tourisme. Il faut savoir, par exemple, ce qui est des salariés, c'est des substances dans les aliments qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Notamment, les personnes qui travaillent dans la restauration devraient informer sur leur présence pour pouvoir préserver la sécurité des clients. Les allergènes courants, par exemple, des produits laitiers, des œufs, des fruits à coque, des fruits de mer, le soja, les gluten, les crustacés, les poissons et les arachides. Donc, tout ceci pourront provoquer des allergies chez les clients et il faudra justement communiquer pour savoir s'il y a des personnes allergiques à des produits spécifiques. Brunch. Les brunchs, ça devient de plus en plus à la mode. Il s'agit d'un repas qui va combiner des éléments du petit-déj et du déj. Donc, c'est un mot qui vient de l'anglais, justement breakfast and lunch. Et toutes ces nourritures seraient servies en fin de matinée jusqu'au début de l'après-midi. Et ça devient très populaire, surtout en Europe, pour des rencontres sociales le week-end. Donc on a justement pas envie de s'élever trop tôt, et puis on se dit on s'élève un peu plus tard, et comme ça on fait le petit-déj et on fait le déjeuner en même temps. Après, on ne le fait pas beaucoup au Costa Rica, et le touriste francophone d'Europe principalement, mais aussi les touristes francophones du Québec, demandent à chaque fois si on peut offrir un café gourmand. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un dessert français consistant en une tasse de café accompagnée de plusieurs petites douceurs sucrées, permettant de déguster la variété des desserts en fin de repas. Ça coûte moins cher et comme ça, les gens peuvent se faire plaisir sans pour autant devoir beaucoup manger. Le doggy bag.
Il s'agit d'un sachet ou d'un contenant fourni par le restaurant au client pour importer les restes de leur repas non consommés à la maison. Cette pratique vise justement à réduire le gaspillage alimentaire en permettant aux clients de profiter des restes de nourriture pour une autre occasion. Donc ceci est très important. On peut aussi, quand on va au Costa Rica, demander quelque chose pour importer le reste qu'on n'a pas fini. Donc s'il y a quelqu'un qui vous demande d'un doggy bag, il ne faut pas penser justement au chien que vous allez nourrir avec le reste, mais ça c'est fait justement, ça s'appelle comme ça, c'est le mot qu'on utilise en français et puis qui devient très utilisé pour ne pas gaspiller la nourriture. Mais on peut aussi prendre ses restes et puis le manger nous-mêmes, hein, c'est pas grave. Sommelier. Donc, c'est un travail, vraiment, il faut avoir un très bon nez pour devenir sommelier, il faut être un expert en vin et en boisson, travaillant dans un restaurant. Donc, c'est la personne qui est responsable de la sélection, de l'achat, du stockage et également de la présentation des vins. Cette personne va conseiller les clients sur les accords vins pour enrichir leur expérience culinaire. Donc, qu'est-ce que je vais prendre avec un poisson comme la dorade? Je vais prendre peut-être justement un chardonnay, un vin blanc qui va mieux accompagner le repas. Il y a aussi justement des spécialistes en bière et tout ceci, et ça va justement mieux donner plutôt une expérience. Cette personne sommelier, c'est plutôt dans des restaurants gastronomiques qu'on va offrir ce service. Et cette personne aura justement la possibilité de conseiller les clients pour qu'ils puissent profiter au maximum de cette expérience culinaire. Et on doit aussi savoir, pas seulement en tant que sommelier, mais en tant que serveur, serveuse, en tant qu'une personne qui travaille dans un restaurant, il faut connaître la cuisson de la viande. Oui, au Costa Rica, on a tendance à manger la viande très cuite. Donc, les francophones, les Français principalement, vont préférer une viande, par exemple, bleue, c'est-à-dire les moins cuit possible, la chair reste rouge et à cœur, et puis bien molle. Donc, après, on a justement saignant, c'est la cuisson un peu plus, juste un petit peu plus, quelques secondes de plus, prolongée que la précédente. Et après, nous savons, justement, c'est une cuisson assez longue et bien cuit. C'est comme on les mange à la maison au Costa Rica et que nos grands-parents nous ont appris. Il ne faut pas avoir du sang sur la viande. C'est bien cuit, presque dur la viande. Les francophones vont dire ah mais non c'est un gâchis. On va, c'est une menace à la viande. Pourquoi vous faites ça? Finalement, il y a une partie très importante, justement la partie de réservation. Donc, il faut connaître les typologies des chambres. Qu'est-ce qu'une chambre à un lit? Qu'est-ce que, justement, il s'agit d'une chambre simple? Qu'est-ce qu'une chambre à deux lits? Une chambre double? Une chambre pour plusieurs personnes? Et connaître quelle est la différence entre une chambre standard, une chambre de seigneur ou autre. Donc, la chambre standard désigne généralement la chambre double de base d'un hôtel. En revanche, une chambre exécutive est souvent plus grande et mieux équipée. La chambre Deluxe, quant à elle, offre en général un niveau de luxe supérieur, avec une décoration très soignée et justement des équipements, des aménités de haut de gamme. Attention, on nous demande des fois, quand les clients arrivent, ils demandent mais est-ce que vous connaissez la tarif RAC, donc le RAC rate? Et il s'agit d'un terme en anglais utilisé dans le monde du tourisme, notamment dans les secteurs hôteliers, pour désigner le tarif de base de l'hôtel avant toute remise, toute promotion. En français, on parle également des tarifs affichés. Et qu'est-ce que la taxe de séjour? C'est une taxe décidée par la municipalité, par la mairie en fait, de la ville, où se situe l'hôtel. Ça s'est fait moins au Costa Rica, mais en Europe, des fois, par exemple en Italie, en Sardaigne, en Corse, il y a plusieurs endroits, justement en Amsterdam. Et ailleurs, on va nous demander, dans les Pays-Bas ou autres, on va nous demander de payer, et ça se fait aussi au Mexique, il faut payer une taxe de touriste. Ça va nous coûter peut-être 2, 3, 4 dollars par personne par nuit et ceci sera remis justement à la mairie pour pouvoir effectuer des travaux ou autres. Après, nous avons le mot surbooking. Le surbooking consiste à faire plus de ventes que la capacité de l'hôtel le permet. Ça arrive aussi pour justement quand on fait des réservations d'un vol. Ça peut justement survenir suite à une erreur de la part de l'hôtel, mais ou justement l'agence de vol, les agences aériennes.
Et ça peut être la conséquence d'une prise de risque de la part d'un hôtelier. Dire, je vais vendre parce que je vais vendre ceci parce que je sais que il y aura peut-être pas à cette personne. Il faut connaître aussi les types d'étoiles des hôtels. Est-ce que c'est un hôtel à 1 étoile, à 2 étoiles, à 3 étoiles, à 4 étoiles? Donc quand on parle des 5 étoiles, c'est vraiment le luxe maximum. Donc la moindre étoile, donc le monde d'étoiles, les plus simples, les plus sommaires que l'hôtel sera, le plus d'étoiles, le plus de services qui seront inclus, les plus des luxes qui sera aussi prévu, et justement, ce sera des hôtels beaucoup plus confortables. Les services de chambre, donc il faut connaître si c'est une chambre avec douche, salle de bain, WC commun, si c'est un douche ou WC, tout séparé, si la chambre a une salle de bain ou pas, la climatisation, est-ce qu'il y a des chambres pour non-fumeurs, avec ascenseur, avec un minibar, avec un parking. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit connaître à l'avance pour pouvoir aider et mieux servir nos clients. Et puis, en ce qui concerne le vocabulaire de réservation, il faut connaître qu'est-ce que c'est que réserver, par exemple, une chambre. Donc, il s'agit de faire une réservation à l'avance pour sécuriser une place ou un service, chose qu'on fait peu au Costa Rica, et que quand on vit à l'étranger, on doit tout réserver. On doit réserver pour, par exemple, aller chez les coiffeurs, pour faire un service, pour voir si la voiture va bien, tout ça. Donc, à l'étranger, le temps compte tellement que tout doit être réservé à l'avance. Après, il y a aussi justement le fait de confirmer, c'est-à-dire assurer la certitude et la tenue d'une réservation ou d'un autre rendez-vous. On peut aussi annuler ce rendez-vous et puis informer de la non-tenue d'un rendez-vous prévu ou de la non-utilisation d'une réservation. On peut également reporter, justement, fixer une autre date ou une heure ultérieure de celle qui était prévue. Et il y a le créneau. C'est très important quand on travaille dans le tourisme. Il faut informer de la période de temps pendant laquelle un rendez-vous peut être pris ou une arrivée dans un hôtel. Est-ce que les gens peuvent arriver tôt, tard, au milieu de l'après-midi, ou des choses comme ça. Après, on peut aussi décrire les activités, les offres de l'hôtel, le service, parce qu'il faut connaître le vocabulaire nécessaire pour prendre en compte tous les besoins des clients, décrire avec exactitude les services, les lieux, par exemple, donner justement des adresses. Tout ceci est très important. Et pour permettre la pratique de ces termes, on voici quelques phrases pour prendre des réservations ou fixer des rendez-vous. Par exemple, si vous êtes à la réception d'un hôtel, vous pouvez recevoir un appel qui dit « Bonjour, je souhaite réserver une chambre double pour le week-end prochain. C'est possible ?» Bonjour, je souhaite réserver une excursion pour le week-end prochain. Est-ce que c'est possible? Donc, pourriez-vous me donner des disponibilités pour un déjeuner d'affaires? Donc, vous devriez utiliser tous ces mots. Par exemple, pour la première, vous pouvez dire oui, c'est possible. Je prends en compte votre réservation. Vous voulez arriver vers quelle heure? Est-ce que vous voulez justement quelque chose de spécifique dans votre chambre double, une décoration, est-ce que c'est pour un mariage, est-ce que c'est pour une nuit des noces? Donc le plus d'informations que vous obteniez, le mieux. Il faut bien connaître le client. Par exemple, s'il s'agit d'une excursion, vous allez dire oui, bien sûr, je peux vous arranger ceci. C'est avec qui? Donc, dire le nom de l'excursion, avec quel guide la personne ira, où aura lieu l'excursion, comment s'habiller pour l'excursion. Tout ça, il faut le connaître. Et justement, on vient connaître la disponibilité et les heures. Il y a des gens qui appellent et qui disent « J'aimerais confirmer notre rendez-vous pour la visite de l'église des Carthago cet après-midi. Quel est le créneau du guide ?» Donc, il faut connaître la disponibilité de prestataires de services pour mieux aider les clients. J'aimerais confirmer notre rendez-vous pour l'église. Voilà. J'aimerais confirmer le rendez-vous pour la visite du parc national. Donc, savoir à quelle heure les parcs nationaux ça ferme, comment on s'y rentre. Et aussi, comment répondre à une annulation, justement. Est-ce que je dois annuler un service prévu parce que j'ai un imprévu? Donc là, vous pouvez dire oui, pas de souci, mais il faudra justement couvrir les frais de réservation. Et puis, si la personne vous dit non, mais je ne voudrais pas payer, cette personne pourra vous demander s'il est possible de reporter un circuit à une date ultérieure. Donc, tout ceci, il faut le savoir, ça va venir avec la pratique. Il s'agit de logique et bon sens et de bien connaître quelques mots simples. Et justement, j'ai laissé cette partie tout à la fin parce que même si on connaît tous les mots nécessaires, même si on connaît notre travail, même si on est gentil, professionnel, peu importe, il y aura des fois des réclamations et s'occuper des clients mécontents n'est peut-être pas l'aspect le plus agréable du secteur du tourisme, mais il s'agit d'une très grande opportunité pour fidéliser vos clients. Donc, lorsque les clients font part de leurs réclamations, ils s'estiment souvent que leurs attentes n'ont pas été satisfaites dans leurs interactions.
avec l'entreprise, avec l'agence, avec vous, avec les guides, avec le personnel du tourisme. Donc il faudra bien écouter et apporter une solution efficace et un moyen justement de rendre cette personne encore plus fidèle qu'avant. De plus, recevoir des commentaires négatifs de la part des clients peut aider aussi à identifier la cause justement première du problème et puis trouver des moyens à améliorer l'activité. Il faut absolument prendre soin des clients comme s'il s'agissait justement des personnes que vous chérissez les plus, que vous aimez le plus. Mais comment faire? Quoi dire? Donc, tout d'abord, écoutez les clients. Il faut savoir écouter pour savoir répondre. Même si la personne est en colère, vous écoutez, vous dites oui madame, oui monsieur, je vous entends, je vous comprends. Oui, donc vous écoutez. Après, vous allez faire preuve d'empathie. Je comprends votre colère, je comprends votre mécontentement, je suis là pour vous aider. Et une fois que vous savez écouter, que vous avez entendu ceci, vous allez présenter vos excuses. Et puis, vous allez présenter les excuses justement au sein de l'équipe. Et vous allez poser très clairement des questions plus approfondies. Après, il faudra informer les parties concernées, bien sûr. Par exemple, s'il s'agit d'un problème d'administration, vous allez voir votre chef, patron, patronne, et vous allez trouver des solutions en équipe. De la manière la plus rapide possible. Une fois que vous avez trouvé une solution, parce qu'il ne faut pas rester sans rien faire, il faut réaliser un suivi et puis créer des registres pour éviter que ceci se reproduise à long terme ou que ça redevienne juste un grand merci d'avoir écouté la vidéo. Merci infiniment et puis on se voit pour la prochaine.